Me permettre de discuter avec vous des problématiques des ISO en orthopédie. Et je vais axer ma communication surtout sur les infections de prothèses, parce qu'il y a plusieurs types d'infections en orthopédie. Et vous savez que ces infections de prothèses, elles sont gravissimes et redoutables. C'est la première cause d'échec de prothèses de genoux et la troisième cause d'échec des prothèses de hanche. Ça prolonge l'hospitalisation de 12 à 20 jours, en augmentant le nombre de ces hospitalisations, mais également le nombre des interventions, ainsi que le coût de la prise en charge de l'ordre de 300%. Les résultats après ces infections, ils sont très dégradés, avec une récupération fonctionnelle qui est moins bonne que sur une prothèse normale, avec une diminution de la qualité de vie, si bien que l'évaluation des risques de ces infections et la mise en place de mesures de prévention est devenue inhérente à notre pratique quotidienne. Donc cette contamination, elle se passe selon trois mécanismes différents, qui sont soit l'inoculation directe avec des gestes chirurgicaux, des infiltrations ou des ponctions articulaires sur prothèse, soit par voie hématogène, soit par contiguïté dans le cadre des résipelles, de plaies ou d'abcès. Et de cette contamination, en quelques heures, la bactérie va adhérer à la prothèse et puis en quelques jours, la bactérie elle va être protégée par son biofilm. De cette physiopathologie, on va avoir, ça va nous guider vers le traitement qui va être soit conservateur, soit non conservateur, et ça va nous permettre de caractériser l'infection entre les infections aiguës et les infections chroniques. Si bien qu'on a aujourd'hui en gros trois types d'infections différentes. Les infections aiguës qui surviennent dans le premier mois après l'intervention et pour lesquelles le traitement chirurgical il va avoir pour objectif de sauver l'implant, toujours avec une synovectomie, et éventuellement en ajoutant des changements plus ou moins partiels de la prothèse. Après ces un mois, on rentre dans la chronicité et le traitement il est plus conservateur et on sera obligé chirurgicalement de changer la prothèse, soit en un temps, soit en deux temps, voire de sacrifier l'articulation avec la réalisation d'arthrodèse ou de résection articulaire, et puis exceptionnellement à l'aide d'amputations. Et puis entre ces deux mécanismes, on a le mécanisme d'infection aiguë secondaire, le plus souvent hématogène, et dont le traitement va reposer sur le même traitement que l'infection aiguë quand les symptômes ont moins de 15 jours, et puis plutôt sur un traitement non conservateur quand on est au-delà de 15 jours ou qu'il y a des problèmes de faillite de la prothèse. Donc au final, c'est toujours une nouvelle intervention qui est plus ou moins lourde, toujours une antibiothérapie prolongée, et pour redescendre sur ces différents types d'infections, la prise en charge des infections dans le premier mois, elle est très bien codifiée par des recommandations qui ont été éditées par l'HAS en 2014, avec soit un diagnostic qui est évident et une urgence thérapeutique qui doit être mise en place très vite, soit un tableau moins parlant et qui va plutôt être une urgence diagnostique qui reposera principalement sur la ponction articulaire. Le traitement, il est bien codifié également, avec une reprise chirurgicale systématique, avec toujours une synovectomie, qui sera associé en cas d'implant mobile ou sans ciment facilement changeable à un changement en un temps. Et puis, dans les cas de prothèse cimentée ou d'absence de mobilité, une synovectomie et un changement uniquement des pièces modulaires. Il est associé avec une antibiothérapie, évidemment le plus possible ciblée sur la bactérie en cause, et plutôt 3 mois que 6 semaines, puisqu'on a des rétentions d'implants. Les résultats de ces DER, donc débridement antibiotique et implant retention, ils sont corrélés à un score, le score de Click, qui est péjoré par la présence d'insuffisance rénale, de cirrhose ou de prothèses mises en place pour fracture ou pour révision. C'est la même chose pour les prothèses cimentées et les CRP très élevés. Le geste a aussi une influence sur l'échec et la précocité du geste est très importante, ainsi que le changement des pièces mobiles, ce qui fait dire que ces changements dans le premier mois, ils doivent avoir lieu dans le centre poseur, puisque c'est eux qui disposent des pièces mobiles. Nous, on ne les a pas dans les autres centres. Et globalement, le taux de succès, il est de l'ordre de 70%, ce qui est à la fois bien et pas bien, puisqu'on a 30% d'échecs. Les infections aiguës secondaires, c'est un peu la même chose, mais avec un intervalle libre
et des signes fonctionnels aigus et des signes généraux et locaux qui sont très parlants. L'infection, elle est souvent d'origine hématogène, et le traitement, si les signes cliniques sont apparus moins de 15 jours avant, repose sur le traitement identique à l'infection aiguë post-opératoire. Le résultat, il est un peu différent et ce n'est pas exactement les mêmes scores prédictifs d'échec. C'est le score CRIM, alors je ne vous redétaille pas les différents éléments, mais évidemment, il est amélioré par le changement des pièces mobiles, et là, c'est plus compliqué, puisque c'est des patients qui vont souvent se présenter dans des centres qui ne sont pas des centres poseurs. Et donc, on n'aura pas les pièces mobiles pour changer la tête de la prothèse de hanche ou l'insert de la prothèse de genou. Le taux de succès, il est un peu plus faible que dans les infections aiguës post-opératoires. Et pareil, dans ces deux infections, quand on a réalisé une synovectomie et que ça a été un échec, on ne réalise pas une nouvelle synovectomie. On arrive au niveau de l'infection chronique, qui est une infection un peu différente, avec un tableau clinique qui est moins riche, des signes fonctionnels qui sont moins fréquents, parfois une impotence qui est très variable, ce qui doit nous faire dire que tout dysfonctionnement de prothèse est une infection jusqu'à preuve du contraire et doit entraîner la réalisation de ponctions. Évidemment, les deux infections qu'on a vues juste avant sont le lit de ces infections chroniques, puisqu'on a un échec de la synovectomie dans 30 à 50% des cas. Le traitement, il repose sur l'excision, donc exciser sans penser à la reconstruction, avec une excision de la fistule, de la peau et des cicatrices. On réalise une synovectomie qui n'est ni un grattage ni un lavage, on pèle l'articulation de l'intérieur, c'est un geste technique qui est difficile à faire. On enlève les tendons et les ligaments si besoin, s'ils ont été infectés. On enlève également tous les corps inertes, donc les prothèses, le ciment, les bouchons, les substituts, les ostosynthèses associées, et puis également l'os infecté. On réalise évidemment des prélèvements bactériologiques. Et puis, une fois ce temps d'excision réalisé, on réévalue notre stratégie et on fait le deuxième temps, au cours de la même intervention ou non, qui consiste à reconstruire sans penser à l'infection cette fois-ci. Et donc, on va essayer de se rapprocher le plus possible d'une prothèse classique, mais je vous ai montré là pour les prothèses de genoux, on a des prothèses qui vont aller de la simple prothèse de première intention jusqu'à des prothèses charnières qui sont capables de pallier à des insuffisances ligamentaires majeures. Les pertes de substance, elles sont reconstruites à l'aide de comblements osseux et homologues ou hétérologues, à l'aide de manchons métalliques, de cales, parfois de prothèses tumorales. Et puis les parties molles, elles seront gérées par la réalisation de lambeaux locaux ou de lambeaux libres. De façon exceptionnelle, on peut être amené à sacrifier l'articulation, souvent dans des échecs multiples, avec des résections articulaires, des arthrodèses, et puis exceptionnellement des amputations. Au final, ces traitements en un temps ou en deux temps, leur résultat il est à peu près équivalent, de l'ordre de 90%. Et quand on voit la lourdeur des gestes chirurgicaux qu'on est obligé d'appliquer quand on a une infection en orthopédie, l'urgence, c'est surtout d'essayer de les éviter, ces infections. Et donc, il faut bien différencier la colonisation de l'infection. Et l'infection, c'est vraiment la réaction de l'hôte à des germes pathogènes dans une situation clinique qui va déséquilibrer les défenses de l'hôte par rapport au pouvoir pathogène de la bactérie. C'est résumé par l'équation d'Altmayer avec l'infection qui résulte d'une contamination multipliée par la virulence du germe et divisée par la résistance de l'hôte. Et on va essayer d'agir sur les différentes composantes de cette équation. D'abord la contamination en respectant des règles d'asepsie. C'est pas le plus simple à mettre en place puisqu'on sait bien que toutes ces règles elles sont très liées aux déviances des comportements humains. Je sais qu'on en parle cet après-midi. Pour ce qui est de l'asepsie cutanée, c'est aujourd'hui bien codifié par les recommandations de la SF2H de 2016, avec globalement pas de dépilation si possible, une douche le plus proche possible de l'intervention, des antiseptiques alcooliques, plutôt la chlorhexidine, et puis pas de consensus sur les champs adhésifs. En ce qui concerne la qualité de l'air, c'est une chirurgie de classe 1, donc il faut mettre les prothèses dans des salles équipées, avec des flux unidirectionnels. Il faut préparer les tables d'instrumentation après l'installation du patient pour diminuer les turbulences dans les flux et dans la contamination particulière. Et puis, il faut limiter le nombre de personnes en salle et les allées et venues. Nous, on est très à cheval là-dessus. Quant à la virulence du germe, elle est probablement diminuée par la multiplication des germes entraînée par l'antibioprophylaxie, qui a été très simplifiée pour nous en orthopédie par les recommandations de 2024.
Globalement, il faut faire les antibiotiques, plutôt de la céphazo, si possible, dans les 60 minutes avant l'incision. On réinjecte toutes les 4 heures, puis on n'augmente plus la dose en fonction de l'IMC, donc jusqu'à 50 d'IMC, ce qui est exceptionnel en orthopédie, on garde la même dose. Et ce qui est plus compliqué, c'est la résistance à l'hôte, puisqu'on sait qu'il y a quand même des facteurs de risque qui vont diminuer cette résistance, et donc on va essayer d'agir sur ces facteurs de risque. En orthopédie, les patients qui ont une indication de prothèse, on sait qu'il y a 80% d'entre eux qui vont avoir au moins un facteur de risque modifiable. Donc ces facteurs de risque, ils sont soit modifiables, soit non modifiables. Ce n'est pas toujours instinctif de voir s'ils sont modifiables ou non, et en particulier sur les problèmes urinaires, on va en reparler. Le facteur de risque le plus fréquent, c'est l'obésité. Mes collègues en ont déjà parlé. En orthopédie, il augmente le risque d'infection, c'est 5% de risque d'infection chez l'obèse, 10% s'il est diabétique. Le taux d'infection d'une prothèse, c'est autour d'1% aujourd'hui. Et le risque infectieux, sur l'IMC supérieur à 35, il est multiplié par 7 quasiment pour la prothèse de genou et par 4 pour la prothèse de hanche. Donc il faut prendre le temps, c'est une chirurgie fonctionnelle, donc on peut faire maigrir nos patients avant de les opérer. Le diabète, c'est un risque infectieux qui est multiplié par 4, donc on n'opère pas les patients avec une hémoglobine glyquée supérieure à 7%, il faut plutôt les opérer le matin pour éviter les périodes de jeûne, et puis savoir reporter les interventions si le diabète est déséquilibré. La polyarthrite rhumatoïde qui est fréquente dans notre pratique, elle augmente beaucoup le risque infectieux, en particulier quand il y a une corticothérapie au-dessus de 10 mg par jour. Et il faut toujours discuter avec le rhumatologue de l'arrêt de ces traitements, et en particulier des anti-TNF-alpha. Le tabac, il multiplie par 2 le risque infectieux, et il est réversible au sevrage, donc on peut se donner le temps dans certaines situations de sevrer nos patients avant de les opérer. L'anticoagulation préventive, préopératoire, elle augmente le risque indirectement d'infection par le risque de saignement et donc d'anémie et d'hématome. Il faudra toujours se poser la question de la pertinence de ce traitement, peser le rapport bénéfice-risque et écrire le protocole périopératoire à la fois d'arrêt et de reprise de ces traitements. La toxicomanie intraveineuse, elle nous pose un gros problème parce que c'est des patients qui vont s'infecter 1 fois sur 4. Et puis le problème des anciens toxicomanes qui risquent de faire des rechutes après l'implantation de prothèses. J'ai pas de solution. Les lésions cutanées, elles sont d'évaluation évidemment subjective, mais on retient comme contre-indication les érysipèles, les ulcères et les folliculites. Les infections dentaires, la relation elle est plus incertaine, mais la mauvaise hygiène bucco-dentaire, elle augmente le risque de bactériémie. Le dépistage, il est recommandé, à la fois clinique et avec un panoramique dentaire. Et les soins, ils doivent être réalisés au moins 15 jours avant l'intervention pour que les muqueuses soient cicatrisées. Le VIH, ça a été la révolution, c'est l'apparition des trithérapies, puisqu'aujourd'hui, le risque infectieux, il est comparable à la population générale. Il faudra évidemment évaluer l'immunodépression avant l'intervention, mais ne pas interrompre les traitements antirétroviraux. Les autres risques, c'est la dénutrition, qui doit conduire à l'optimisation du statut nutritionnel. L'anémie, elle est aujourd'hui bien contrôlée par nos anesthésistes. Moi, quand j'ai commencé, quand je me suis installé, on transfusait presque 25% des prothèses qu'on opérait. Aujourd'hui, on est en dessous de 1%. On fait plus de groupes de sanguins à nos malades avant de les opérer. Le statut socio-économique, il est surtout en rapport avec l'augmentation des comorbidités et la mauvaise hygiène corporelle, elle repose sur des mesures d'hygiène élémentaires. Les 2 facteurs de risque non modifiables dont je voulais vous parler, c'est la colonisation urinaire, et vous allez être content puisque aujourd'hui on ne fait plus de CBU avant l'impose d'une prothèse, qui a été très longtemps une raison d'annulation des patients la veille ou l'avant-veille de l'intervention, puisque les bactéries asymptomatiques, elles augmentent le risque d'infection, oui, mais l'infection, elle n'a jamais lieu au même germe que l'infection urinaire, et le traitement de cette infection, elle ne diminue pas le taux d'infection. Donc globalement, pas de dépistage, et on traite uniquement les infections qui sont symptomatiques. Le portage nasal de Staphylococcus aureus, la littérature, elle est très abondante, elle est discordante, peut-être que les choses changeront à l'avenir, mais pour l'instant, en orthopédie, on sait que ça augmente le risque d'ISO à Staph aureus, mais il n'y a pas d'efficacité de la décontamination, et donc on n'a pas de recommandation aujourd'hui sur cette décontamination. Donc tout ça, c'est complexe, et depuis 2008, le ministère a mis en place des centres de référence. Ils ont été relabellisés en 2023. Il y a 9 centres coordonnateurs et 23 centres correspondants.
Dans ces centres, il y a au moins une RCP hebdomadaire. Donc, ils ont un rôle à la fois de conseil et puis aussi de prise en charge des patients complexes, avec des critères de complexité qui peuvent être soit le malade, soit l'intervention, soit le terrain, mais surtout l'échec de prise en charge initiale qui doit conduire à l'adressage vers des centres de référence. Ces centres, ils regroupent des professionnels divers, des chirurgiens, oui, des infectiologues, certainement, des microbiologistes, évidemment, mais aussi des anesthésistes, des rhumatos, des psychiatres, des radiologues, et on fait de la recherche clinique dans ces centres. Voilà, je vous remercie, et je vous invite au congrès des CRIOA qui aura lieu à Bordeaux en septembre.